Alors, merci d'être de retour sur ce webinaire pour la troisième et dernière partie de la présentation d'aujourd'hui sur la mesure de l'impact social de vos organisations. Puis, cette dernière partie va nous parler de l'analyse de la mesure d'impact. Elle va se diviser en plusieurs sous-parties. Dans un premier temps, l'analyse de soi et des personnes de l'organisation. Dans un deuxième temps, l'objectif et les dimensions de la mesure d'impact. Dans un troisième temps, la vitalité organisationnelle. Dans un quatrième temps, la mesure selon les ODD. Et enfin, l'interprétation des résultats pour votre organisation et comment présenter les résultats de façon efficace. Alors, pour commencer, l'analyse interne et des personnes. Comme je l'ai mentionné dans la première partie de ce webinaire, toute bonne évaluation doit commencer par le micro et se diriger vers le macro. C'est-à-dire qu'on va commencer par les plus petits éléments de notre organisation pour faire l'évaluation, souvent les personnes, et on va se diriger vers les plus gros éléments, souvent les impacts réels dans la communauté, création d'emplois, investissement, nombre de formations, etc. Il ne faut pas oublier que, comme pour tout, les personnes sont essentielles à l'obtention de données probantes. Donc, vous dépendez de personnes pour obtenir les données que vous allez avoir besoin. Si vous n'avez pas suffisamment confiance dans votre équipe que vous pouvez obtenir des données fiables, peut-être vous devriez vous poser des questions sur l'équipe en question, ou peut-être vous devriez vous poser des questions sur vous-même et les directions que vous avez données à votre équipe pour obtenir ces données fiables. Dans tous les cas, il existe aussi la possibilité de consulter une personne de l'extérieur pour vous aider à obtenir les données que vous avez besoin. Alors, pour mesurer l'état de préparation des personnes, il y a deux façons de s'y prendre au niveau de la collecte des résultats. Parce qu'évidemment, lorsque vous lancez un programme de mesure de l'impact social, vos employés, vos personnes, vos bénévoles doivent être sensibilisés au fait que vous allez lancer une telle initiative dans votre organisation. De un, vous devez évaluer à quel point ces personnes sont prêtes à être elles-mêmes évaluées. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on évalue l'impact social, cet impact social peut se traduire par une évaluation des personnes mêmes qui donnent ou qui distribuent ou qui font cet impact social. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui va nécessairement être favorable à cela. Il peut y avoir une analyse assez poussée du travail de certaines personnes qui peuvent être inconfortables à cette idée-là. Donc, vous devez évidemment avoir une démarche éducative ici pour que les personnes comprennent que ce n'est pas une évaluation qui vise à les congédier, mais que c'est plutôt une évaluation qui vise à faire progresser votre organisation un peu plus loin. Dans un deuxième temps, vous devez évaluer la compréhension objective de ces personnes pour l'analyse d'impact. Ce que ça signifie, ça veut dire que vous allez avoir un dialogue avec les personnes de votre organisation pour voir à quel point est-ce qu'elles comprennent l'analyse d'impact, le concept en général, mais aussi à quel point elles comprennent l'objectivité qui est nécessaire pour l'analyse d'impact. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'analyse d'impact, évidemment, vous voulez obtenir des réponses qui soient neutres, qui soient claires, qui soient efficaces, qui soient réelles, et vous ne voulez pas qu'il y ait des passions, des émotions, des choses irrationnelles qui soient mises sur le devant du tableau lorsqu'on fait l'analyse de l'impact. Par exemple, certaines personnes pourraient vous dire « Ah, j'ai fait l'analyse, j'ai fait une entrevue avec une autre personne pour une analyse qualitative. La personne me racontait qu'elle avait aimé la formation, mais ce jour-là, elle ne se sentait pas bien, qu'elle n'allait pas bien. Du coup, j'ai pleuré moi aussi, etc. » Ça, c'est des choses qui sont très émotives, qui malheureusement ne font pas partie du cadre qu'on veut utiliser pour une analyse qui va être très rationnelle pour notre impact social. On peut, oui, analyser des comportements qui vont être émotifs dans le cadre de l'analyse d'impact, mais l'analyse d'impact en soi ne peut pas se faire dans un cadre émotif. Elle doit se faire dans un cadre qui est relativement, où les émotions sont relativement absentes, dans un cadre qui est neutre, dans un cadre qui est rationnel. Et c'est ce que vos personnes, vos employés ou les personnes qui vont conduire les évaluations pour vous doivent être en mesure de comprendre. Des consultants externes pourraient être les mieux placés pour former votre personne à l'évaluation. Trop souvent, une formation à l'interne donne des résultats douteux. On peut avoir des résultats positifs qui vont être accrus, comme je l'ai mentionné. On peut vouloir impressionner la galerie aussi avec des résultats qui vont être trop bons. Volonté de justifier l'existence de certains programmes ou projets qui sont pourtant obsolètes. Et ça, c'est ce qu'on voit très, très souvent dans les organisations. On a des programmes qui ne marchent plus du tout, mais qui faisaient peut-être il y a 20 ans la fierté de l'organisation. On veut les maintenir coûte que coûte, et même si on voit très bien que ça ne marche pas. Parfois, une personne à l'extérieur peut venir vous dire ce programme-là doit être coupé, doit être modifié, et doit être amélioré, ou il doit être remplacé complètement parce qu'il ne fonctionne pas. La personne de l'extérieur peut vous apporter ce point de vue-là, et c'est des choses qui peuvent, que vous ne seriez peut-être pas en mesure de faire vous-même et d'arriver à ce genre de conclusion. N'oubliez pas de vous évaluer vous-même comme gestionnaire. Évidemment, lorsque vous faites l'évaluation, ce n'est pas juste d'évaluer les autres personnes, d'évaluer les impacts, d'évaluer les choses qui se passent autour de vous, mais vous devez aussi faire un exercice d'introspection pour voir quel est votre rôle dans tout ça.
Cela veut dire que vous devez vous questionner sur les raisons qui vous poussent à faire l'analyse d'impact de votre organisation, d'un programme, d'un projet ou d'une activité. Si ces raisons sont pour montrer votre efficacité comme organisation, vous êtes dans le champ, vous vous perdez, ce n'est pas ça que vous voulez obtenir. La raison, parce que vous venez tout juste de formuler une opinion sur la qualité de votre organisation, programme ou projet. Effectivement, ici, j'ai dit, si les raisons sont que vous voulez montrer l'efficacité de votre organisation. Ça sous-entend que votre organisation est efficace. Si elle n'est pas efficace, vous n'allez pas poser des questions qui vont démontrer son inefficacité parce que vous voulez justifier son efficacité. Ici, vous voulez justifier, vous voulez montrer si votre organisation est dynamique ou non, mais vous ne voulez pas montrer qu'elle est seulement dynamique. Donc, vous devez effectivement être beaucoup plus neutre dans votre approche. L'analyse interne et des personnes, c'est ça, parfois, ça donne lieu à ce genre de résultats. Vous êtes le gestionnaire avec les cheveux roses et vos employés qui font l'évaluation sont avec le cheveu noir. Vous leur dites, faites l'évaluation de ce programme, de ce projet, vous leur donnez certaines directions, mais pas toutes les directions, ce qui veut dire que vous allez tomber en bas de la falaise. Tout simplement, si vous n'avez pas les directions qui sont objectives pour votre évaluation, vous ne pouvez pas précipiter cet exercice. Et encore une fois, je recommande, et bien souvent, d'essayer d'avoir une analyse qui est faite de l'externe, qui est faite par quelqu'un à l'extérieur de votre organisation, pour avoir l'analyse la plus pointue et la plus neutre possible. Oui, la personne va vous secouer. Oui, la personne va faire tomber des pommes de votre arbre. Mais oui, la personne va vous forcer à sortir des documents que vous ne vouliez peut-être pas montrer. Mais c'est sur ces données-là, sur ces prémices-là, qu'on va baser la meilleure évaluation possible pour votre organisation et son impact social. Alors maintenant, les objectifs et les dimensions de votre analyse d'impact social. Alors une fois que l'évaluation des personnes est complétée et que la confiance est établie avec les personnes sur l'exercice que vous êtes sur le point de mener, vous devez identifier les objectifs de votre évaluation d'impact ainsi que ses dimensions. Votre mesure sera-t-elle de nature économique ou sociale? Ici, il y a des différences majeures. Lorsque vous mesurez votre impact, il y a plusieurs types d'impact que vous pouvez montrer. L'impact social, qui est aussi un impact culturel, environnemental et autres, et il y a l'impact économique. Ce sont deux choses différentes. Parfois, on va mélanger les deux. Parfois, un impact économique est aussi un impact social, mais il est important, lorsque vous mesurez votre impact, peut-être d'avoir des tableaux différents pour l'impact social et l'impact économique de votre organisation. Un exemple d'impact social, mesurer la qualité des services d'appui aux entreprises auprès des entrepreneurs aidés. Ça, j'ai pris un exemple évidemment qui est pertinent pour ma propre organisation. Nous appuyons des entrepreneurs. Comment est-ce qu'on peut mesurer la qualité des services d'appui auprès des gens qui les reçoivent, donc les services conseils. Exemple 2, ça je prends l'exemple d'une organisation qui vend des produits sur un portail en ligne, par exemple une ACFO qui vend des drapeaux, etc. Mesure du fonctionnement d'une plateforme de vente en ligne auprès des clients de la dernière année. Donc avant de débuter, vous allez lister dans un tableau les objectifs qui sont rattachés à la démarche ainsi que la visée de chacun de ces objectifs de la façon suivante. Donc sur la colonne de gauche, vous avez les objectifs de la démarche et sur la colonne de droite, quelle est la visée ou la dimension de la démarche. L'objectif ici, c'est de réduire, puis je me base sur les prémices de l'exemple 2, qui était notre plateforme de vente en ligne. On veut réduire le temps moyen qui est passé sur l'interface de paiement en ligne. Donc ici, c'est pas on veut réduire le temps moyen passé sur le site de votre organisation, mais on veut réduire le temps que les gens passent à payer pour une transaction, pour que ce soit plus agréable. Et la visée de la démarche, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur sur votre plateforme de paiement. Donc ça, c'est des objectifs qui sont clairs, c'est des dimensions qui sont claires et qui vont vous permettre d'orienter votre démarche vers des indicateurs qui vont être tout aussi clairs que cet objectif et cette dimension. Avec les objectifs et les dimensions, le choix des indicateurs devient plus évident et suit tout naturellement. Je vais vous dire, quand j'ai préparé cette présentation, donc je me suis fixé l'objectif qui était juste avant, ainsi qu'une dimension. Les indicateurs que j'ai identifiés ici me sont apparus en moins d'1 minute sur la base de ces prémices. C'est parce qu'évidemment, ça devient naturel de formuler des indicateurs lorsque vous avez exactement les paramètres ou les balises autour de l'intervention que vous allez poser. Donc, vous vous posez des questions. Vous posez alors la question suivante, quel changement m'inspire mes objectifs et dimensions? De quels indicateurs vais-je avoir besoin pour mesurer l'état actuel et l'état modifié que je veux atteindre? Souvent, l'indicateur, c'est cela qu'il va illustrer, c'est quel est l'état actuel, et si je réutilise cet indicateur dans 1 an de maintenant, il va me redonner une réponse qui va me permettre de mesurer l'évolution entre le résultat la première année et la deuxième année, par exemple. Donc ici, les indicateurs pour une expérience utilisateur améliorée, qui était l'exercice que ou la dimension que je me suis proposée, c'est quel est le temps moyen passé sur le site d'achat? Quel est le temps moyen écoulé à effectuer la transaction?
Quel est le nombre de transactions qui sont non complétées en pourcentage? Quel est le taux d'échec de réponse au formulaire de commande? Quel est le taux de rétention des clients? Est-ce que les clients refont une commande plusieurs fois? Quel est le taux de recommandation de nouveaux clients? Quelle est la satisfaction des utilisateurs telle que mesurée par un sondage après la complétion de leur achat? Donc tout ceci, ce sont des indicateurs qui peuvent être utilisés pour mesurer la satisfaction actuelle de vos utilisateurs sur votre plateforme de paiement en ligne et aussi pour améliorer éventuellement l'expérience selon ces différentes prémices. Alors dans les objectifs et dimensions, vous devez vous poser la question sur comment poser des questions. Le premier élément, évidemment, qui coule de source, c'est d'être clair. Vos questions doivent être claires, courtes, brèves, bref, le contraire de ma présentation d'aujourd'hui. Elles doivent être très efficaces, très directives et très compréhensibles par le plus grand nombre. Si vous n'êtes pas certain ou certaine que votre question est claire, posez la question à une autre personne, demandez à cette personne si la question est suffisamment claire, si la personne est en mesure d'y répondre. Et si oui, dans ce cas, vous pouvez poser la question. Si cette personne a du mal à comprendre votre propre question, posez-vous des questions sur vous-même et changez la question. Le langage qui est utilisé doit être uniformisé. Par exemple, dans certains sondages, dans certaines enquêtes, on va voir, une même organisation va appeler les personnes qui répondent au sondage des clients ou des clientes, des utilisateurs ou utilisatrices, des membres, des amis, des alliés, des adhérents, etc. Vous devez uniformiser la façon dont vous appelez les personnes qui répondent au sondage avec un seul terme. Si c'est par exemple les clients ou des clientes, vous allez les appeler clients ou clientes tout au long du sondage. Et vous ne changez pas la désignation, sinon la personne va penser qu'on ne parle plus à elle directement si elle voit que le terme a changé au fur et à mesure de la série de questions. Vous allez toujours préciser la période qui est visée par la question, très important. Lorsque vous posez la question, comment vous aimez votre expérience ou vos expériences d'achat sur la plateforme au courant de l'année 2018, vous avez spécifié au courant de l'année 2018. Sinon, si la personne a seulement fait une commande en 1998, j'allais dire 96, mais il n'y avait pas Internet trop développé à cette époque-là, 98, même encore c'était limite, en 98, mais vous allez fausser un peu vos données parce que vous vouliez vous concentrer sur 2018, mais vous aviez oublié de le mentionner dans la question. Aussi, un questionnaire seulement par objectif. Trop de questions, ça va fatiguer les gens et ça va fausser les résultats. Donc là, vraiment, on est dans la dimension pratico-pratique de comment est-ce qu'on va mettre au point notre sondage, notre évaluation sur le terrain pour obtenir des chiffres et des résultats tangibles. Un questionnaire par objectif. Donc, si votre objectif, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur de votre site Internet ou de votre plateforme de paiement en ligne, c'est seulement cet objectif que vous poursuivez. Vous n'allez pas poser des questions sur le mandat de votre organisation, sur comment les gens trouvent le mandat de votre organisation, sur est-ce qu'ils ont assisté à la formation que vous avez donnée il y a 6 mois. Non, ça, c'est d'autres objectifs, c'est séparé. Ici, c'est seulement l'expérience utilisateur. Et enfin, je reviens encore sur cet élément, là, sempiternel, être neutre, très très important, être neutre dans les questions. Si vos questions sont orientées, les réponses vont l'être tout autant et vous allez obtenir un sondage qui ne sert à rien, vous allez obtenir des résultats qui ne servent à rien et vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Si vous l'utilisez, vous allez avoir l'air non pertinent aux yeux des bailleurs de fonds ou des partenaires ou des clients auxquels vous allez le partager. Question ouverte ou fermée maintenant. Ça, c'est un deuxième type de question qui revient sur un peu le qualitatif-quantitatif de tantôt, mais qui est un deuxième critère pour des questions. Les questions ouvertes et fermées. Donc, les questions fermées, c'est plus rapide à traiter. Une question fermée, c'est simple. C'est lorsque je pose une question, la réponse est oui, non ou peut-être. D'accord? Très simple. En général, lorsqu'on pose des questions et qu'on dit oui ou non, on va rajouter peut-être, pas parce qu'on veut que les gens répondent peut-être, mais parce qu'on doit laisser aux gens la possibilité de s'échapper de la question sans s'engager dans une réponse quelconque. Et ça, c'est très important dans un sondage de faire oui, non, peut-être pour cette raison-là. Parce que si les personnes sont obligées de dire oui ou non et qu'elles ne voulaient pas dire ni l'un ni l'autre, les chances sont qu'elles ne vont pas continuer à répondre à votre sondage si elles se sentent déjà mises en position d'inconfort dans votre sondage. Les questions fermées, c'est plus rapide à traiter. C'est-à-dire que si c'est des réponses oui, non, peut-être, ça va être très facile de voir les chiffres exacts de qui a répondu oui, qui a répondu non et qui a répondu peut-être à votre question. Les questions ouvertes, c'est par exemple, décrivez en quelques lignes l'expérience que vous avez vécue lors du magasinage sur notre site Internet. Ici, ça demande de l'analyse. C'est pas oui, non, peut-être. C'est la personne va vous dire, alors je suis allé sur le site le 12 janvier 2018 à 18h45. J'ai acheté 3 articles. L'expérience était sympathique, mais par contre, j'ai pas aimé l'icône du panier. Il était trop rose, il était trop bleu. Bref, tout ça, c'est des données qui vont être beaucoup plus compliquées à décortiquer.
Et si vous obtenez, par exemple, 1000 réponses à votre sondage avec des questions comme ça et que tout le monde a répondu, ça va prendre énormément de temps pour analyser ces réponses. Par contre, la valeur de ces réponses est très, très intéressante parce que vous avez vraiment ici un détail supplémentaire sur vraiment l'expérience que des personnes ont vécue. Une limitation à ça, cependant, c'est que les personnes qui vont répondre aux questions à développement ou aux questions ouvertes sont souvent des personnes qui ont soit des choses négatives à dire, ce qui peut être bien, soit des personnes qui aiment s'auto-valoriser en quelque sorte en participant et en répondant à toutes sortes de questions. Parfois, vous allez manquer certaines choses ou des personnes qui ont vraiment eu une mauvaise expérience, une expérience qui serait bonne à partager avec vous, ne vont pas prendre le temps de répondre à la question parce que tout simplement, ce ne sont pas des personnes qui ont la personnalité de vouloir répondre à ce genre de questions. D'accord? Donc, il faut être conscient de cette limitation-là aussi, qui est une limitation humaine, évidemment, dans la réponse à ce genre de sondage. Donc, il est suggéré ici de favoriser les questions fermées, beaucoup plus faciles à répondre. Les questions qui sont dirigées ou les questions qui sont fermées, qui sont neutres, sont toujours les questions qui sont préférées par les personnes qui répondent à vos évaluations. Si vous le remarquez, puis moi-même j'ai fait des sondages, des évaluations de toutes sortes, quand vous avez des questions ouvertes et des questions fermées, vous allez voir que les questions fermées, tout le monde y répond, quand c'est oui, non, peut-être. Les questions ouvertes, vous demandez un développement, par exemple, commentaires généraux sur votre expérience globale. Les chances sont que ce n'est pas la majorité qui va répondre à ces questions-là, parce que les gens qui se disent j'ai 5 minutes à répondre à un sondage, ils ne vont pas passer une seconde de plus à répondre à 5 lignes de texte. Les questions ouvertes, en principe, vous les gardez pour la fin de votre enquête, c'est-à-dire que vous avez déjà mis les gens suffisamment en confiance et dans l'ambiance avec des questions fermées pour les positionner par rapport à votre champ ou votre dimension d'enquête. Et à la fin de votre enquête, c'est à ce moment-là que vous allez ouvrir des questions davantage à développement qui vous donneront un sens plus qualitatif aussi à votre enquête. Je reviens sur la vitalité organisationnelle dont j'ai parlé un peu plus tôt, puis les 4 indicateurs qui mesurent la bonne santé de votre organisation. J'ai parlé déjà rapidement de tout ça tantôt. Les indicateurs structurels, nous avons le nombre de membres. Ça, c'est les indicateurs qu'on a utilisés là, vraiment pour bâtir ce tableau, le premier tableau sur la vitalité organisationnelle. Le nombre de membres, le mode de collecte, c'est simple, c'est la liste de membres. En principe, vous devriez en avoir une. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à en créer une dès que possible. La pertinence, c'est connaître le nombre de membres de votre organisation permet à la fois d'évaluer à quel point le public vous connaît, si vous répondez réellement à un besoin, si vous avez une légitimité représentative dans la population. D'où l'intérêt d'avoir cet indicateur ici. Le pourcentage des membres du CA qui appartiennent à des groupes particuliers, par exemple femmes, groupes ethnoculturels, communauté LGBTQ+, etc. Le mode de collecte, c'est l'auto-identification des membres. Et la pertinence, c'est que ça vous permet de savoir si votre organisation fait suffisamment d'efforts pour être inclusive et ouverte à la diversité. Cela vous permet aussi de savoir si votre CA est représentatif de la diversité de votre communauté. Au niveau des indicateurs structurels, même type de démarche, vous avez le nombre de réunions du CA et des comités. Le mode de collecte sera les procès-verbaux. Et vous allez ici connaître le nombre de réunions du CA et des comités, vous permet d'évaluer le niveau d'engagement de vos bénévoles et la vitalité des instances décisionnelles de votre organisme. Dans le tableau que nous avons créé, si la moyenne, l'objectif que vous fixez pour les rencontres du conseil d'administration, c'est 4 par année et que vous en avez 4 par année, ça veut dire que vous répondez à l'objectif. Le secret dans notre tableau, je vais vous dire, et pourquoi beaucoup d'organisations ont des mauvaises notes, c'est parce que si vous ne surpassez pas vos objectifs, vous avez seulement la moyenne. D'accord? Donc, si vous avez juste atteint tous vos objectifs dans une année donnée, vous allez avoir 20 sur 40. Si vous avez surpassé vos objectifs sur les différents indicateurs, c'est là que vous allez progresser vers le 40 parce que vous vous dépassez comme organisation. Et c'est ce qu'on veut encourager à travers ces outils-là. Ce n'est pas juste de vous donner un portrait réaliste, effectivement, ça vous donne un portrait réaliste de votre organisation, mais c'est aussi pour vous pousser à aller plus loin. Et qu'est-ce qui vous pousse à aller plus loin, en principe? C'est souvent la dévalidation, c'est-à-dire le fait qu'on va vous dire votre travail n'est pas suffisant parce que vous n'avez pas une bonne note. Et pour avoir une meilleure note, souvent, vous allez pousser sur certains des leviers qui vont permettre d'arriver à cette nouvelle réalité désirée. Alors, le nombre de réunions de membres du CA, donc par exemple, si vous fixez un objectif d'avoir 4 réunions du CA sur une année et que vous en avez eu 3, vous n'avez pas atteint l'objectif. Si vous en avez eu 5, vous avez dépassé l'objectif et ça vous donne donc une note meilleure que si vous aviez seulement atteint vos objectifs. Le pourcentage des membres qui participent à la GA, connaître le niveau d'engagement de vos membres, la vitalité démocratique de l'organisation. Si votre objectif, c'est 80% et que vous avez atteint 90%, vous avez dépassé l'objectif. Si c'était 80% mais que vous avez atteint seulement 60%, pardon, vous êtes en deçà de l'objectif.
Au niveau des indicateurs opérationnels, le nombre d'employés à temps plein, c'est un indicateur de votre contribution à la création d'emplois, permet également d'évaluer votre force de frappe potentielle dans l'organisation. Temps partiel, c'est à peu près la même chose. Par contre, au niveau de la pondération qu'on utilise dans le tableau que je vous ai montré un peu plus tôt, la pondération n'est pas la même pour les employés à temps plein versus à temps partiel. Puis, c'est une raison qui est très politique derrière ça, c'est que l'emploi à temps partiel, ça peut être un indicateur aussi de création d'emplois qui sont plus précaires, qui sont moins durables, et par conséquent, ce n'est pas nécessairement un outil de renforcement d'une organisation que d'avoir beaucoup d'employés à temps partiel versus à temps plein. Donc, on va avoir tendance dans la pondération ici à favoriser l'emploi à temps plein dans votre organisation. Au niveau des indicateurs opérationnels, alors nous avons ici le pourcentage d'employés de groupes particuliers, donc on revient un peu sur la même chose que pour la diversité conseil d'administration. La moyenne d'ancienneté des employés qui démontre que vos employés restent longtemps dans votre organisation. Plus ils restent longtemps, plus vous avez une bonne note. Évidemment, s'ils partent au bout de 6 mois, à chaque fois que la moyenne c'est 0,5 ans, mais ça démontre que votre organisation n'est pas trop attractive ou qu'elle a de la difficulté à faire de la rétention de personnel. Au niveau des indicateurs financiers, on parle ici de chiffre d'affaires total ou de montant de financement reçu. Évidemment, plus c'est élevé, plus ça évolue et plus ça dépasse vos objectifs, plus vous avez une bonne note. Et montant de la vente de produits et services, nombre de bailleurs de fonds et clients. Montant de la vente de produits et services, pourquoi est-ce que nous avons inclus ça dans ce tableau, même s'il s'applique à des organisations sans but lucratif? Très simple, c'est que la logique derrière tout ça, comme je vous en ai déjà parlé, c'est qu'on veut encourager l'entrepreneuriat social des organisations sans but lucratif de l'Ontario. Et de plus en plus, c'est un discours que le gouvernement de l'Ontario apporte sur le devant de la scène. On sait qu'on a 55 000 organisations sans but lucratif en Ontario. Sur ces 55 000, il y en a 10 000 qui se considèrent déjà comme des entreprises sociales. Le but, ça serait d'accroître ce nombre pour qu'éventuellement la majorité des OSBL de l'Ontario se conçoivent elles-mêmes comme des entreprises sociales. Être une entreprise sociale dans ce cadre-ci, ce n'est pas avoir 100% de ses revenus d'organisation qui sont issus de la vente de produits ou de services, mais c'est d'avoir au moins un produit ou un service sur le marché qui permet de générer des revenus autonomes, même si ces revenus ne représentent que 1 ou 2% des revenus totaux de votre organisation. Et donc, par le fait que nous avons inclus cet indicateur ici, ça montre qu'on encourage aussi cet exercice d'entrepreneuriat social dans les organisations pour le futur. Au niveau de la vitalité organisationnelle à présent, donc nous avons le nombre de partenariats formels, le nombre de partenariats informels. Évidemment, si vous êtes connecté dans votre communauté, ça démontre que vous êtes pertinent, que des gens font des partenariats avec vous, c'est qu'ils vous reconnaissent aussi comme étant une organisation importante. Même chose, c'est des partenariats informels. Au niveau de la pondération, par contre, les partenariats formels ont une meilleure implication sur la note finale que vous allez obtenir que les partenariats informels ici. Dans les partenariats, le nombre de personnes rejointes, les abonnés sociaux, médias sociaux et infolettres, ce serait le mode de collecte. Le but de ça, c'est de voir combien est-ce que de personnes vous allez rejoindre de façon virtuelle, donc pas en personne, puis parce qu'après le deuxième indicateur que vous avez en dessous, c'est le nombre de personnes que vous allez rejoindre en personne. Et ça vous permet de mesurer un peu l'aura de votre organisation dans sa communauté. Si votre objectif, c'est d'avoir atteint 5 000 personnes dans une année, que vous en avez atteint seulement 3 000 sur vos médias sociaux, votre objectif n'est pas atteint. Si vous avez atteint 7 500, ben, ça monte la barre aussi pour l'année d'après. Ça, c'est ce qu'il faut être conscient. C'est que ça induit une croissance qui va être constante aussi dans votre organisation. Parce qu'évidemment, la vitalité organisationnelle, c'est quelque chose qu'on veut qui soit en constante croissance. On veut que vos organisations bénéficient d'une structure qui soit améliorée d'année en année, qu'elle bénéficie d'un financement qui soit amélioré d'année en année, qu'elle bénéficie de davantage de partenariats et de membres d'année en année, et qu'elle bénéficie d'une opération, d'activités qui soient améliorées également au fur et à mesure des années. Alors, les ODD, je reviens là-dessus, qui est notre cadre d'analyse de la mesure de l'impact. Et ici, c'est toujours comment connecter l'inconnectable. Donc ici, il faut être créatif. Les ODD ne sont pas des concepts abstraits. Puis je veux dire, on a fait cet exercice dans le passé avec des organisations qui voyaient vraiment aucun lien entre leur travail et les ODD. Surtout quand ils voyaient vie aquatique, puis c'était des organisations qui faisaient de l'accueil des nouveaux arrivants. Ils avaient du mal à comprendre le lien. La réalité, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous connecter à tous les ODD, mais vous devriez vous connecter à au moins un ODD. Puis pour toutes les organisations, c'est possible. Je vous le garantis,
on en a testé avec, je pense qu'on a testé une cinquantaine d'organisations au final. Puis, toutes ces organisations-là se connectaient avec au moins un ODD. La moyenne, c'était à peu près 3 ODD avec lesquels les organisations se connectaient. Donc, oui, vous n'allez pas vous connecter avec 17 ODD, mais si vous vous connectez avec 3, 4, 5, vous êtes dans la moyenne de ce que vous pouvez faire comme lien avec les objectifs de développement durable. Les indicateurs ne sont pas tous établis. Ils ne l'étaient pas au préalable. On en a indiqué, j'ai indiqué qu'on avait créé une centaine jusqu'ici. Ce que ça veut dire, c'est que c'est notre chance d'être les pionniers et les pionnières dans ce secteur-là. C'est à nous, comme organisation, de se positionner dans ce dossier-là. Et si on peut utiliser les organisations francophones de l'Ontario, c'est encore mieux, pour se dire qu'on veut utiliser nos indicateurs comme outils dans ce cadre de référence globale qui est les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, ça serait quelque chose qu'on pourrait faire comme communauté, de se dire, oui, on va ensemble consolider ce système d'indicateurs, on veut revaloriser les indicateurs qu'on a, comme ça, aussitôt qu'on va faire l'évaluation d'impact d'une organisation donnée, on sait qu'on a déjà les indicateurs sur une liste et on peut juste choisir dans la liste les indicateurs qu'on veut en fonction de l'ODD qu'on atteint et de notre secteur d'activité. Quelques exemples ici, fin zéro, nombre de repas servis par jour dans un refuge, par exemple, ou dans un centre pour les personnes sans logement. Bonne santé et bien-être, investissement vers la santé des employés. Ville et communauté durable, le nombre de personnes qui sont mobilisées dans des projets de développement économique communautaire, qui est l'abréviation qui est ici de DEC. Donc, encore une fois, les indicateurs, c'est pas ça qui manque. On peut en trouver on peut en trouver à peu près une cinquantaine à la minute. Quand on cherche vraiment, c'est très, très facile à venir avec des indicateurs. C'est après de les homogénéiser aussi sur l'ensemble des joueurs dans le secteur d'activité. Et dans la mesure où on est pas mal la seule organisation en ce moment qui fait cette évaluation d'impact en France et Ontario, on a cette chance aussi de pouvoir centraliser les indicateurs qui vont ensuite s'appliquer à l'ensemble de nos secteurs d'activité dans la communauté. Au niveau maintenant de l'interprétation des résultats, puis on arrive à la fin de ce webinaire aujourd'hui. Maintenant, comment comprendre les résultats, comment partager les résultats et enfin, comment utiliser les résultats pour accroître votre impact comme organisation. Alors, pour comprendre les résultats, c'est simple. Vous allez vous asseoir avec votre équipe pour analyser les résultats, les saisir et identifier les prochaines étapes. Évidemment, on ne veut pas arriver, comme on l'a vu dans un sondage un peu plus tôt que je vous ai présenté, où les résultats demeurent inutilisés à la suite du sondage. On veut faire quelque chose avec les résultats qu'on obtient. Alors, prenez le temps de ne pas vous braquer ou vous frustrer lorsque vous voyez des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Normalement, ces résultats vont venir réveiller l'entrepreneur en vous et vous mettre en mode recherche de solutions. Le but, c'est pas de se dire j'ai des résultats négatifs, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire et de regarder le côté sombre de la chose, mais se dire j'ai des résultats négatifs, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça pour avoir prochainement des résultats positifs sur ce même indicateur. N'oubliez pas d'évaluer aussi le processus d'évaluation en soi, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a moins bien marché. Parfois, on fait une évaluation et on pense que le processus d'évaluation en soi, il est parfait parce qu'il vise à évaluer autre chose. Mais en vrai, le processus d'évaluation qu'on utilise a également besoin d'être évalué. L'évaluation, c'est une matière qui ne finit jamais, une discipline qui ne finit jamais. On évalue tout, incluant ce qui est utilisé pour être évalué. Ensuite, on veut partager les résultats. Et ici, j'ai mentionné qu'on peut les inclure, par exemple, dans votre rapport annuel. Et de plus en plus, lorsque vous regardez les rapports annuels de grandes entreprises, vous voyez leur rapport environnemental, leur rapport d'impact social, leur rapport sur différents aspects de choses qu'ils impactent dans leur communauté. Vous pouvez, comme organisation, faire la même chose. Ça ferait une différence dans notre communauté si toutes les organisations ou le maximum d'organisations de l'Ontario francophones incluaient dans leur rapport annuel un rapport sur la mesure de l'impact social. Ça montrerait que non seulement vous avez atteint des objectifs financiers, ce qu'on voit dans vos états financiers, on le voit, vous avez des revenus, etc., ça ne ment pas. On voudrait en fait la même chose que des états financiers, mais pour les impacts sociaux, et ça serait votre rapport d'impact social qui serait inclus dans votre rapport annuel. Ça montre à quel point vous réalisez bien votre mission selon aussi un cadre de référence qui est les ODD. Vous pouvez montrer une présentation qui présente vos résultats et en être fier. Évidemment, c'est important lorsque vous avez ces résultats de les partager avec les autres. Et pourquoi pas d'avoir une présentation que vous allez mettre sur votre site Internet, que vous allez utiliser pour recruter de nouveaux membres, qui va donner un peu les chiffres et la satisfaction sur les services que vous avez donnés. N'oubliez pas aussi, puis j'insiste souvent là-dessus, de montrer vos résultats les moins reluisants, c'est-à-dire les moins bons. Ces résultats-là devraient servir à montrer votre honnêteté organisationnelle et surtout orienter vos efforts futurs. Si vous êtes une organisation qui est honnête, vous êtes conscient que vous avez des difficultés et vous savez chiffrer, énumérer ces différentes difficultés-là lorsque vous produisez un rapport.
Si vous ne le faites pas et qu'on sait de par ailleurs que vous êtes une organisation qui n'est pas suffisamment performante, les gens vont se dire cette organisation-là, pourquoi elle n'est pas performante? Parce que sa gestion se ment sur la capacité réelle de cette organisation à avoir des résultats réels dans la communauté. Enfin, utilisez les résultats pour accroître votre impact. Ce que ça veut dire, c'est qu'en mesurant régulièrement votre impact selon des critères tangibles, vous pouvez examiner l'évolution de votre organisation au fur et à mesure des années. Si vous utilisez toujours le même cadre de référence à partir d'aujourd'hui et pour les prochaines années, vous allez être capable de dire mon organisation se trouvait là en 2018, vous allez voir en 2020 où est-ce que vous trouvez par rapport à 2018 et ainsi de suite. Vous pouvez mesurer votre évolution dans le temps grâce à l'évaluation de l'impact social. Enfin, connaître et maîtriser son impact, c'est renforcer l'impact à venir de votre organisation. Si vous connaissez votre impact d'aujourd'hui, vous allez savoir comment maximiser votre impact de demain. Si vous ignorez votre impact d'aujourd'hui, vous ne savez pas exactement où vous allez vous trouver demain, vous ne savez pas vraiment dans quelle direction vous allez, vous ne savez pas vraiment quel programme ou service vous devriez offrir à la communauté pour améliorer cet impact. Donc, connaître son impact, c'est important pour l'avenir de votre organisation. Alors, c'est la fin de la présentation. Si vous avez besoin d'aide, évidemment, l'équipe du CCO, moi-même, puis mes collègues dans les différents bureaux à travers la province, que ce soit moi à Toronto, ici à Ottawa, à Sudbury ou Timiskaming Shores, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans la mesure d'impact et aussi pour trouver des indicateurs adaptés à votre organisation et à votre audience. Comme j'ai mentionné plus tôt une question qui était ici dans la salle, il y a 2 étapes pour faire ceci quand on se rencontre. La première, c'est d'identifier qu'est-ce que vous voulez mesurer et de voir avec vous quels sont les indicateurs qu'on devrait utiliser pour votre organisation. Et dans un deuxième temps, c'est de vous rencontrer dans le cadre d'une entrevue ou de rencontrer des employés de votre organisation dans le cadre d'une entrevue pour obtenir les données que nous avons besoin pour remplir ces indicateurs. Ça ressemble un peu à un audit, si vous vivez déjà des audits de vos états pour créer vos états financiers, etc. Mais sauf qu'ici, c'est vraiment un audit social, c'est pour analyser l'impact social de votre organisation. Donc, n'hésitez pas à contacter l'un de nos bureaux pour plus de détails sur ce processus. Et à ce stade-ci, je vous remercie pour votre participation et merci d'avoir participé à ce webinaire. Ça me fait très plaisir de l'animer pour l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et je vous souhaite une très bonne fin de journée.